Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité. Encore une fois, je m'excuse, il n'y aura pas de son sur cette vidéo. J'ai des petits problèmes à régler avec le micro. Je vais essayer de faire en sorte que la prochaine vidéo se passera mieux. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, pas de son ultra qualitatif sur cette vidéo. Bref, aujourd'hui, vidéo sur l'actualité. Un petit peu, on va revenir sur 2-3 choses. On va parler un petit peu du Bayern, même si c'est compliqué de trouver de l'actualité en ce qui concerne le Bayern parce qu'il ne se passe vraiment rien. On va revenir sur la Ligue des Nations. On va parler un petit peu du Ballon d'Or aussi, parce que je vous cache pas, je commence un peu à en avoir ras le cul de voir 20 millions de débats, des gens qui ne comprennent pas le principe du Ballon d'Or, des gens qui en font des caisses pour un tel ou un tel. Bref, on va revenir sur tout ça, et on va aussi parler de la Coupe du Monde des clubs, puisque c'est le prochain événement qui arrive. Voilà, la saison est terminée, mais il y a encore un mois de compétition de football qui s'annonce, assez intéressant en plus de ça. Et le Bayern joue, donc ça fait plaisir de revoir le Bayern Munich jouer au football. Parce que je vous cache pas que depuis la fin de saison en Bundesliga, on se fait un peu chier, nous, en tant que Bavarois. Donc on va sans plus attendre de commencer. Donc la Ligue des Nations a fait beaucoup parler, notamment pour le Ballon d'Or. Mais donc la Ligue des Nations, c'est le Portugal qui l'a remporté en finale contre l'Espagne. L'Espagne qui avait battu l'équipe de France. J'en avais fait un débrief en format short. Je voulais faire une vidéo longue à la base, mais j'avais un petit peu la flemme et j'ai préféré faire un débrief condensé en 1 minute 30 à peu près au format short. Je l'ai sorti, donc voilà, pour ceux à qui ça intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Mais bref, globalement, ce que j'ai à en tiré... Ah oui, d'ailleurs, il y a aussi le France-Espagne, mais le France-Espagne, j'en ai pas fait... le France-Allemagne, pardon. J'en ai pas fait de vidéo, voilà, c'est un match de la 3ème place, un match que je n'ai pas vu, j'ai préféré voir le match entre Alcaraz et Sinner, je vous dis la vérité. Donc voilà, cette équipe de France sur le rassemblement, honnêtement, c'est un peu la continuité de ce qu'on voit à l'Euro. Un Didier Deschamps qui force encore une fois avec ses choix, qui force encore une fois avec des joueurs. T'as la possibilité vraiment de rouler sur tout le monde, t'as un effectif, vraiment une équipe. Alors il y avait des blessés, oui, mais franchement quand tu regardes les joueurs que t'as alignés, que t'avais en ta possession dans ce Final Four, tu te dis c'est quand même dommage de s'en tirer qu'avec une 3ème place, franchement contre l'Espagne, cette Espagne qui était vraiment prenable. Tu dis que c'est vraiment dommage d'avoir fait que une 3ème place contre une Allemagne qui elle aussi était très faible, mais surtout contre l'Espagne, franchement encore une fois, des choix que tu ne comprends pas vraiment. Alors oui, la défense, t'avais des blessés et tout, mais quand tu regardes ce qu'a fait Malo Gusto contre l'Allemagne et l'entrée qu'il a fait à la place de Pierre Kaloulou, en plus c'était sa première sélection, tu te dis que ça aurait été mieux quand même de faire jouer un Malo Gusto, puis même Benjamin Pavard est un joueur expérimenté, alors oui, il est peut-être traumatisé de sa finale de Ligue des Champions, mais en attendant, il a toujours un niveau pour être titulaire en équipe de France. Clément Lenglet, je pense qu'il ne faut plus l'appeler, déjà je sais même pas pourquoi il a été appelé, je pense que même si t'avais Upamecano, Saliba blessé, t'avais de quoi faire avec les jeunes, des espoirs, des U18, des U21, bon bref, Clément Lenglet c'est juste pas possible, en plus de ça il s'est blessé. Théo Hernandez, ça commence à être compliqué, il est sur la continuité de sa saison avec l'AC Milan, donc c'est pas fou. Le milieu de terrain, Manu Koné, que j'ai trouvé assez bon contre l'Espagne, mais il fait quand même des erreurs qui coûtent des buts. Adrien Rabiot, j'en parle même pas, il était dégueulasse franchement, et je sais pas pourquoi on insiste encore avec lui. Il était bon pendant un moment, mais là ça fait 2-3 rassemblements qu'il est plus trop au niveau. Et c'est surtout qu'en attaque, c'est le poste où t'as peut-être la meilleure nation du monde, hein. Honnêtement, t'as le meilleur vivier offensif de toute la planète, hein, je vous dis la vérité. Mais avec ça, t'as quand même 2 neufs, je parle pour la 3ème place. Kolo Muani, Marcus Thuram que tu mets sur le côté, et le joueur que tu mets dans l'axe, donc Kylian Mbappé, n'est pas neuf. Va falloir qu'on m'explique le principe, parce que Ryan Cherki contre l'Allemagne n'a pas été extraordinaire, là où contre l'Espagne il était dans de meilleures dispositions pour être bon. Je ne sais pas pourquoi Deschamps du coup n'a pas mis Ryan Cherki dans des bonnes dispositions pour briller, parce que Ryan Cherki c'est celui qui a gagné le plus de points dans ce rassemblement, et je trouve ça vraiment dommage. D'ailleurs Ryan Cherki vient de signer à Manchester City, enfin il y a eu le Here We Go qui est tombé, bref. Donc c'est décevant, je sais pas pourquoi, des chances, ça fait un peu comme Ancelotti, il attend que ce soit ses individualités qui brillent. Collectivement, il n'y a toujours pas de fond de jeu, mais ça fait des années que ça dure. Moi, j'ai jamais été critique là-dessus du moment qu'il y avait les résultats. Mais là, à un moment donné, ça y est, les résultats sont passés. Et se contenter du minimum et attendre d'être dos au mur pour réagir, à un moment donné, il va falloir changer un petit peu de stratégie, surtout quand il ne te reste plus que la prochaine Coupe du Monde à jouer. Va falloir essayer un petit peu de renouveler sa manière de jouer, et surtout avec les joueurs que tu as, d'essayer de faire des différences par la qualité de tous ces joueurs réunis pour vraiment marcher sur tout le monde, comme le faisait l'Espagne contre nous quand on menait 5-1, parce qu'il a fallu attendre qu'on soit mené 5-1 pour faire des changements qui, eux, ensuite fassent la différence et renversent un petit peu le match.
ce qui fait qu'on est arrivé à 5-4. Et encore une fois, contre l'Allemagne, je vais pas faire une grosse analyse parce que de une, j'ai pas vu le match, et de deux, ça ne m'intéresse pas. Voilà, franchement, un match de 3ème place, autant ne rien jouer, et voilà. Donc bref, voilà en ce qui concerne cette équipe de France. Du coup, pour la Coupe du Monde, je vous cache pas que je suis un peu... Je sais pas trop comment ça va se passer, honnêtement. Si ça continue comme ça, j'ai bien peur qu'on soit déçus. Mais bon, connaissant Didier Deschamps, il est capable hein, du meilleur comme du pire. Donc voilà, on espère que ça va bien se passer, mais je suis pas hyper rassuré en vue de la prochaine Coupe du Monde, si on se qualifie. Mais bon, là, si on se qualifie pas, ce serait absolument dramatique. Ligue des Nations, du coup, qu'a remporté le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui a 40 balais à marquer en demi-finale contre l'Allemagne, alors que le Portugal était quand même dégueulasse. Hein. Merci aussi l'entrée de Francisco Conceição. Franchement, le Portugal était vraiment pas bon, et je pensais sincèrement pas qu'ils allaient gagner cette Ligue des Nations. L'Espagne, bah, je les ai trouvés pas excellents sur les deux matchs, hein, même contre l'équipe de France. L'équipe de France était très faible, mais cette équipe d'Espagne était prenable. Et l'équipe du Portugal, grâce à ses individualités et grâce au jeu qu'ils ont eu pendant cette finale, a réussi à faire la différence. Et surtout grâce à des joueurs comme Nuno Mendes, des joueurs comme comme Vitinha. Alors c'était pas son meilleur match, mais bref, des joueurs qui étaient en forme, des joueurs qui avaient de la confiance, ont réussi à vraiment renverser cette équipe d'Espagne et leur poser problème et aller gagner cette Ligue des Nations. Cristiano Ronaldo, 40 ans, qui vient donner une leçon à Lamine Yamal. Bon, évidemment, c'est une manière de parler, mais avec toutes les provocations et tout qu'il y a eu, je me rends compte que 40 ans, le mec, il est encore là. Il est encore là, quoi. Et c'est ça qui ouvre. 2e Ligue des Nations remportée par Cristiano Ronaldo. Franchement, respect. Le mec, c'est pas le même joueur qu'il y a 10 ans où le mec n'arrêtait pas de marquer, le mec avait un volume de jeu assez énorme. Là maintenant il se contente d'être bien positionné pour aller marquer et il met les buts qu'il faut. Son objectif c'est d'aller chercher les 1000 buts, c'est d'être en confiance pour jouer sa dernière Coupe du Monde. Voilà, et il fait le taf, et franchement, 40 ans, buteur en finale, qu'est-ce que tu veux dire de plus? À part que il est exceptionnel, et Nuno Mendes, match exceptionnel. Il est sur la continuité de la saison exceptionnelle qu'il fait. Il gratte des points pour un potentiel top 10 du Ballon d'Or. On ne sait pas, hein, parce que franchement, ce que fait Nuno Mendes, homme du match en finale, c'est l'un des rares à avoir stoppé Lamine Yamal cette saison. C'est peut-être même le seul qui a réussi à le faire. C'est quand même une dinguerie. Et sur ça, franchement, bravo. Bravo et félicitations au Portugal. Et maintenant, est-ce que toutes les cartes sont redistribuées pour le Ballon d'Or? Parce que c'est le sujet dont j'ai le plus envie de parler. Les gars, franchement, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Faut arrêter de donner une hype pour un trophée qui habituellement n'a jamais eu de hype, juste parce que vous avez votre joueur favori, parce que vous avez un joueur qui marque les esprits, qui va essayer de faire des différences et qui va essayer de rendre ce genre de confrontation parce que dans sa saison il n'a rien remporté. Les gars, moi je vous le dis très sincèrement, quand Ousmane Dembélé remporte le triplé avec le Paris Saint-Germain, termine meilleur joueur de la Ligue des Champions, termine meilleur joueur de la Ligue 1, à ces moments décisifs, à ces moments marquants dans une saison, je suis désolé, mais pour moi, quand tu regardes le Ballon d'Or qui est censé récompenser le meilleur joueur de la saison sur 3 critères, le palmarès, l'individualité et le fair play, c'est Ousmane Dembélé qui, logiquement, si on suit la logique des critères, c'est lui le Ballon d'Or. Là où Lamine Yamal, c'est un débat sans fin jusqu'à ce qu'il y ait la cérémonie, c'est que Lamine Yamal, c'est un joueur qui marque les esprits. Et c'est là où il y a la différence qui se fait. Pour moi, le Ballon d'Or doit récompenser le meilleur joueur de la saison, mais cette logique, les gens qui votent ne la suivent pas. Parce que Lamine Yamal, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le joueur qui marque le plus les esprits. En plus de ça, il a 17 ans, son match contre l'Inter, ça a absolument choqué tout le monde. Dès que Lamine Yamal fait une masterclass contre une équipe, par exemple les 2 derniers matchs en Liga contre Villarreal, contre l'Espagnol Barcelone, des matchs à la toute fin du championnat, pourtant c'est pas des gros adversaires non plus, mais Lamine Yamal fait des dingueries et il fait la une de toute la presse mondiale. Elle est là la différence, comme quand Lionel Messi avait fait des dingueries avec l'Argentine, avec le Barça, comme Ronaldo avait fait des dingueries avec le Portugal et avec l'Argentine, c'est la même chose. Et maintenant Lamine Yamal, vu qu'il est en train de se faire un nom dans le football, tout ce qu'il va faire, que certains joueurs feront, qui seront pas forcément aussi médiatisé que Lamine Yamal le fait, eh ben c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui Lamine Yamal, eh ben on le considère comme peut-être le futur Ballon d'Or et qui fait débat. Alors que pour moi, je suis désolé, mais il n'y a pas de débat. Et encore une fois, moi c'est ma vision des choses. Pour moi, le meilleur joueur de la saison, c'est Ousmane Dembélé. Et même le meilleur joueur de la saison du FC Barcelone, parce que là tout le monde est en train de l'oublier depuis la double confrontation contre l'Inter, alors qu'il est quand même décisif contre l'Inter. Si on enlève le fait qu'à Cherby, le mec s'est transformé en R9 Prime à la dernière minute, c'est Rafinha qui va qualifier le Barça en finale. Hein.
Et Rafinha est le meilleur joueur du Barça cette saison. La preuve, il vient d'être élu meilleur joueur de la Liga. Donc il faut que vous compreniez qu'il y a une différence entre le joueur qui marque le plus les esprits et le meilleur joueur intrinsèquement sur une saison qui remplit toutes les cases. Et pour moi, c'est Ousmane Dembélé qui remplit toutes les cases. Voilà, maintenant, c'est comme ça. Je sais que les journalistes adopteront pas forcément la même stratégie, sans compter les mecs qui s'en battent totalement les couilles et qui mettent le classement à l'envers. Hein. Je pense notamment au journaliste, je sais plus comment il s'appelle, mais du Salvador, qui fait absolument n'importe quoi avec le classement du Ballon d'Or. Mais voilà, franchement, le Ballon d'Or, faut arrêter de vouloir comparer un tel et un tel. Ce sont deux joueurs qui individuellement ont fait des saisons monstrueuses. Pourquoi vouloir à tout prix descendre l'un, critiquer l'autre, comparer les stats, les gars, arrêtez, parce que les stats, ça veut absolument tout et rien dire à la fois. Faut arrêter de comparer les stats, faut regarder l'impact du joueur sur le collectif, l'impact du joueur individuel, et c'est ça qui fait gagner des points ou non pour le Ballon d'Or. Je vous le dis très sincèrement, c'est pas sur un match de Ligue des Nations contre l'Espagne dans une compétition qui est mineure, parce que Ronaldo, quand il la gagne la compétition, eh ben on parle pas de lui comme un Ballon d'Or, même quand il l'a gagné en 2019, quand Ronaldo il était encore à la Juventus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut arrêter de changer les critères quand ça vous arrange, parce que vous avez vos joueurs préférés qui sont là-dedans. C'est la chose que je veux dire. Voilà, le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur de la saison, pas le meilleur joueur le joueur qui marque le plus les esprits, même si je comprends cet argument. Mais le Ballon d'Or, voilà, c'est le meilleur joueur de la saison. Et je vois qu'il y a des gens qui commencent à parler de Vitinha, de Nuno Mendes. Les gars, je suis d'accord pour dire qu'ils font une saison monstrueuse. Mais le Ballon d'Or, eux, ils ont le critère quand même du palmarès. À chaque fois, quand tu as un joueur qui remporte la Ligue des Nations et dès qu'il y a la Ligue des Champions, pardon, et un trophée majeur avec son pays, quand il y a une année de trophée majeur, c'est lui absolument qui doit être le Ballon d'Or. Mais dans ce cas-là, Carvajal est Ballon d'Or l'année dernière, si on suit votre logique. Le Ballon d'Or 2021, c'est Jorginho, si on suit votre logique. En 2018, c'est Varane. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas le joueur qui gagne le plus de trophées qui gagne le plus de Ballon d'Or. Même si, dans les trophées qu'ils ont gagnés, ils ont été importants. Mais ça fait pas tout, encore une fois. Donc voilà pour ce qui est du Ballon d'Or. Je pense pas me réexprimer là-dessus avant la veille de la cérémonie pour dire qui, selon moi, sera Ballon d'Or, parce que honnêtement, ça serait me répéter en boucle, et je sais qu'il y en a parmi vous dans les commentaires qui seront pas d'accord, mais voilà, moi je le vois de cette manière-ci. Donc voilà pour la parenthèse Ligue des Nations, Ballon d'Or. Maintenant on va revenir un petit peu sur le Bayern Munich, ça va aller très vite parce qu'il n'y a absolument rien à dire. Leroy Sané, il y a des propositions de Galatasaray, il y a Tottenham qui est intéressé, il y a Arsenal qui est intéressé. Il n'a toujours pas trouvé d'accord pour une prolongation. Ce mec casse les couilles. Vraiment, jusqu'au bout, il va casser les couilles. Il va faire le voyage pour la Coupe du Monde des clubs. Mais pour l'instant, il est plus sous contrat. À la fin de la Coupe du Monde des clubs, il a plus de contrat. C'est-à-dire que le contrat est terminé. Donc ce mec peut signer absolument où il veut, puisqu'il n'a pas trouvé de prolongation. Il y a des négociations qui ont lieu avec Galatasaray, absolument aucun retour. Même Fabrizio Romano dit que ce n'est pas clair la situation de Leroy Sané. Donc franchement, je ne sais plus à quoi il joue. Hein. On n'est plus à ça près de toute façon avec lui. Concernant Serge Gnabry, apparemment, il est intransférable. Je ne sais pas si vous avez vu son entrée contre l'équipe de France, la gueule qu'il avait quand même, quand je vous dis que ce mec physiquement ne tient plus la route, c'est-à-dire que le mec se gaffe de bretzel. Le mec Bref, je préfère même pas m'exprimer sur ça parce que ça m'énerve. En fait, on a une direction qui va à deux à l'heure. Quand tu vois que City, ça recrute Reinders, ça recrute Ait-Nouri, ça recrute Ryan Cherki, le Real Madrid, il y a déjà Oyten, il y a Alexander Arnold, il y a Xabi Alonso qui est arrivé. Quand je vois Liverpool qui a recruté Frimpong, ça va sur Kerkez, Florian Wirtz va peut-être arriver là-bas. À un moment donné, je sais pas, Zubimendi à Arsenal, il y a des Here partout. Mais par contre, nous, alors oui, on a recruté Jonathan Tah, mais c'est tout. On a prolongé Sven Ulreich aussi, c'est bien. C'est bien. Mais à un moment donné, il faut s'activer. Parce que j'entends des noms à droite à gauche. Un coup, c'est Leao. Un coup, c'est Gakpo. Un coup, c'est Mitoma. Un coup, c'est Luis Diaz. Un coup, c'est Rafael Leao. Un coup, c'est Barcola. Les gars, à un moment donné, je peux t'en citer 1 million des ailiers gauches. Il y a Vinicius. Il y a Jack Grealish. Il y a Ansu Fati. Il y en a énormément d'ailiers gauches qui existent et qui ont le niveau pour jouer au Bayern. Mais à un moment donné, il faut s'activer. Je vois des news. Oui, le Bayern a regardé le match de Rafael Leao à l'Allianz Arena. Mais les gars, il n'y a pas besoin de regarder un match de Ligue des Nations pour savoir le niveau de Rafael Leao. Et en plus, le match était à l'Allianz Arena. Encore heureux que tu as vu le match là-bas. C'est ton stade. Donc ouais, faut peut-être s'activer un peu. Faut peut-être, je sais pas, proposer des offres, négocier avec des clubs, formuler je sais pas, des échanges de joueurs, des prix. Il faut s'activer en fait parce que nous, on s'ennuie de une. Et c'est inquiétant pour la suite, parce que là, les jours passent, Florian Wirtz, c'est mort.
Les autres joueurs, Huysen, on était intéressé à un moment, c'est mort. Tous les joueurs, Ryan Cherky, on était intéressé aussi, c'est mort aussi. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, on est intéressé par plein de joueurs, mais derrière, t'as des joueurs qui sont intéressés, qui s'activent. Et en 30 minutes, c'est plié. Sinon, on s'active pas, ça va être compliqué par la suite. Et les seules choses pour lesquelles on s'active un minimum, c'est pour prolonger des joueurs qui n'ont plus le niveau. Et en plus, on n'arrive même pas à le faire. Donc à un moment donné, moi, j'ai envie de dire, c'est un peu inquiétant et j'espère sincèrement qu'on va s'activer parce que c'est pas juste en recrutant Jonathan Tah qui arrivait librement que ça y est, on peut se contenter de ça. On a une défense à régler, t'as Thomas Müller qui est parti, t'as une masse salariale qui se libère. Sur le poste d'ailier gauche, Florian Wirtz ne viendra pas au Bayern. Pour l'instant, t'as personne. En doublure d'Harry Kane, est-ce que Matistel va rester? On sait pas. On sait pas du tout. Leon Goretzka, sa fin de contrat, c'est dans un an. On sait toujours pas si... On connaît pas son avenir. Sacha Boé, il y a des offres, mais pour l'instant, on n'a rien dessus. Manuel Neuer, Jonas Urbich, etc. Le gardien, est-ce qu'on va se positionner sur un gardien? Est-ce qu'on reste sur Jonas? Vous voyez, il y a tout ça qui rentre en compte et pour l'instant, c'est que des points d'interrogation et rien n'avance. Donc moi, c'est quelque chose qui m'agace. Ça m'agace et on s'active pas en fait. Et ça commence à devenir inquiétant, je vous le dis très sincèrement. J'ai peur qu'on se retrouve à prendre des panic buy au 31 août, des joueurs qui, on ne sait pas comment ils sont venus au Bayern, parce que les dirigeants n'ont pas été assez, n'ont pas anticipé des pistes au cas où certains joueurs, Florian Wirtz, franchement ça fait je sais pas combien de temps qu'on est dessus, à aucun moment on a pensé que si jamais il venait pas, on allait peut-être se positionner sur un plan B. Non, jamais, jamais, jamais. Là on n'a pas un joueur fixe. Là, ça te parle de Nico Williams, hier c'était Barcola, avant-hier c'était Léo, avant-hier c'était Mitoma, encore avant c'était Gakpo. Enfin, moi ça m'agace. Ça m'agace et pour l'instant c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et j'espère très sincèrement qu'on va s'activer. Surtout que là, du coup, tu as une Coupe du Monde des clubs qui va jouer. Et là, où cette Coupe du Monde des clubs, j'ai vraiment beaucoup d'espoir là-dessus, c'est que on fasse jouer les jeunes. Je vous le dis. Parce que cette Coupe du Monde des clubs, on va rapidement en parler, ce sera le dernier point de cette vidéo. Nous sommes dans un groupe constitué d'Auckland City, du Boca Junior et de Benfica. Un groupe où normalement tu termines premier avec 3 victoires sur 3. Il y a nul contre Benfica à la limite, parce que Benfica c'est notre dernier match. Donc moi c'est très simple. Cette Coupe du Monde des clubs, il faut qu'on aille le plus loin possible et je veux qu'on gagne. Dernier carré minimum. C'est tout. Parce qu'à un moment donné, voilà, ça fait plusieurs temps qu'on joue pas, le mercato ne s'active pas. Avec l'effectif que tu as, c'est là qu'on va vraiment savoir si c'est urgent notre situation ou on peut se contenter de ce qu'on a, juste s'appuyer sur certains renforts. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais cette Coupe du Monde des clubs, là, le premier match, ça sera dimanche contre Auckland City. Alors, je ne demande pas que tous les titulaires indiscutables jouent, parce qu'en plus, il y a des retours de blessés. Il y a Moussiala ou Pamecano qui vont revenir. Je veux quand même que Vincent Kompany mette certains cadres, parce que c'est une compétition sérieuse qu'il faut jouer. Mais je veux voir jouer les Lennart Karl, les Cunha Sarri, les Adam Asnou, les Vidovic. Tous ces joueurs-là, je veux les voir jouer au moins un match de cette phase de groupe de Coupe du Monde des clubs. Contre Auckland City, je veux voir beaucoup de ces joueurs avec quand même certains cadres comme Leon Goretzka. Joshua Kimmich vient de rentrer de la Ligue des Nations, donc je pense qu'il va falloir peut-être le laisser se reposer un petit peu quand même. Contre Auckland City, je pense pas que tu aies forcément besoin d'un Joshua Kimmich, faut pas déconner. Ensuite, le match contre Boca Junior. Si tu remportes ces deux matchs-là, t'es assuré de jouer les huitièmes de finale. Je veux contre Benfica. En fait, l'objectif de cette phase de poule, c'est de faire tourner un maximum. Parce que c'est des adversaires qui sont à ta portée très largement. Et en plus de ça, tu as de la chance parce que ton dernier match, c'est contre Benfica. Si tu as remporté tes deux premiers, peu importe le résultat du troisième match, tu seras quoi qu'il arrive en huitième de finale. Et là, à partir des huitièmes de finale, peut-être que tu mettras les équipes type Ligue des Champions parce que ça sera une compétition qu'il faudra aller chercher à partir du moment où tu es qualifié en huitième de finale. Parce que si tu joues une phase de groupe à fond et que tu es qualifié, c'est que pour moi, tu joues cette compétition à fond. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est tout ce que je dirais sur cette Coupe du Monde des clubs. On fera peut-être une vidéo pronostic et il y aura des vidéos débriefs. Vous inquiétez pas, même le Bayern Munich Boca Junior à 3h du matin, je serai là. Donc voilà les amis pour cette vidéo actualité. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci pour les 700 abonnés. On va viser les 1000 maintenant, c'est l'objectif. Merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour les prochains jours. Sur la Coupe du Monde des clubs du coup tout simplement et n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, c'est là où je suis le plus actif. Merci de m'avoir suivi, on se dit à très bientôt, allez salut.